Madame, monsieur, bonsoir. Ce nouveau panorama de l'actualité démarre avec cet événement qui met en avant les dernières innovations technologiques dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l'aviation. À la 4e édition de sa expo en Turquie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, échange avec des partenaires. Un accord de coopération a été signé afin d'outiller les forces armées ivoiriennes. Nous sommes en octobre rose pour la lutte contre le cancer du sein. Ce soir, focus sur Marie-Pierre Koudou, une dame atteinte de cancer l'an dernier, mais qui se bat contre la pathologie dans tous les sens du terme. Elle était parmi les 15 athlètes ivoiriens lors du championnat du monde de Bakiar Ultra, une forme de marathon. Et puis une trentaine de dirigeants venus du monde entier, réunis à Kazan, en Russie, dans le cadre du sommet des BRICS. Le développement et l'unité étaient au centre des interventions des différents chefs d'État africains présents. Mais tout d'abord, prenons la direction de la Turquie où se tient le Salon international de la défense et de l'aérospatiale, SA Expo 2024. Le ministre d'État, ministre de la Défense multiplie les rencontres. Tene Birahima Ouattara a échangé avec le premier responsable turc des industries d'armement. Le résumé de Walter Amadou Ouattara. Ce mercredi 23 octobre 2024, deuxième jour du Salon international de la défense et de l'aérospatiale SA Expo 2024, le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, rencontre le président des industries d'armement en Turquie. Les échanges présagent de belles perspectives. Pour cette 4e édition, le ministre d'État, ministre de la Défense, veut mettre à profit toutes les opportunités afin d'offrir à la nation ivoirienne une armée davantage moderne et modèle qui impose le respect. Déjà enregistré un accord de coopération militaire destiné à la formation en Turquie des sous-officiers et officiers des forces armées de Côte d'Ivoire. Et les forces armées de Côte d'Ivoire qui continuent de se former pour parer à toute éventualité. Bientôt, un exercice, on le découvre dans ce communiqué lu par Jean-Marc Ndjadji. Un exercice de lutte antiterroriste mené par les forces armées de Côte d'Ivoire se déroulera dans les régions des Lacs et de la Maraoué du jeudi 24 octobre au dimanche 3 novembre 2024. L'exercice vise à éprouver les capacités de lutte antiterroriste des forces armées de Côte d'Ivoire. Cet exercice, qui engagera des moyens terrestres, maritimes et aériens, verra des déplacements de troupes de jour comme de nuit et des survols d'aéronefs susceptibles d'occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations ivoiriennes pour les éventuels désagréments, tout en s'engageant à en réduire l'impact. La sécurité, on en parle également lorsqu'on évoque les frontières. La 2e édition du Forum international sur les frontières, dénommé Abidjan Border Forum, a été ouverte ce matin par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé. Le thème, frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité. On voit cela avec Grace Kando. Abidjan, capitale économique sous le feu des projecteurs durant 3 jours. 5000 participants prennent part à la 2e édition du Forum international sur les frontières dénommé Abidjan Border Forum, un cadre d'échange sur la problématique des frontières. Une meilleure gouvernance et un développement socio-économique harmonieux et durable des zones frontalières constituent un rempart essentiel pour faire face à la fragilité des zones frontalières, notamment concernant la menace terroriste, et un levier important de leur développement et celui de nos États. Notre présence ici, c'est de bénéficier des opportunités qu'offre Abidjan Border Forum. Ça ouvre une fenêtre en appuyant les questions de gestion des coopérations transfrontalières, mais aussi en renforçant les capacités dans ce domaine. Abidjan Border Forum bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, notamment l'ambassade d'Allemagne, l'Union africaine et la CEDEAO. La commission de la CEDEAO est consciente de la complexité de la gestion des frontières dans le paysage géopolitique actuel en constante évolution, surtout lorsque ces frontières constituent à la fois un moyen de séparation et de lien entre les nations. La commission de la CEDEAO est résolument engagée
dans la promotion du développement durable, de la paix et de la sécurité dans notre région. Cette deuxième édition d'Abidjan Border Forum se tient autour du thème « Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité ». L'objectif général est d'analyser et de comprendre les liens entre les frontières, l'environnement en général, les ressources naturelles partagées de manière spécifique et la sécurité, afin d'éclairer davantage les décisions des parties prenantes au développement durable des frontières en Afrique. Je nourris ardemment l'espoir que les réflexions et les débats durant ce forum puissent mieux aiguillonner les réponses aux défis et aux enjeux actuels autour de la préservation de l'environnement. Abidjan Border Forum, une rencontre marquée par une exposition de structures étatiques et non étatiques d'Afrique sur des thématiques liées aux frontières. Voyons à présent cette signature d'accord de la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire avec un partenaire financier d'une valeur de 180 milliards de francs CFA, montant destiné à financer les investissements nécessaires à l'entrée en production de la phase 3 du gisement Baleine. Cette levée de fonds ne représente qu'une partie des besoins de financement de cette opération estimée à près de 600 milliards de francs CFA. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. Les 180 milliards de francs CFA mobilisés auprès d'un partenaire financier vont permettre à la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, Petroci Holding, de tenir son rôle dans le projet d'exploitation du gisement pétrolier Baleine. Aujourd'hui, quand on fait l'activité d'exploitation, il faut qu'on puisse faire des investissements. La phase 2, on va commencer la production à partir du 25 décembre. Et en fait, le financement dont on a besoin, c'est pour pouvoir couvrir le reste de la phase 3 qui va commencer très bientôt. Cette phase 3 nécessite en effet 600 milliards de francs CFA d'investissement, soit 420 milliards de francs CFA que Petroci Holding doit encore lever auprès des bailleurs de fonds. Repsol est vraiment engagé dans un partenariat long terme avec Petroci, à la fois sur ce préfinancement, mais éventuellement sur les autres aussi, d'apporter un soutien à la fois technique et commercial à Petroci, sur les exports de produits, sur l'importation de produits ici sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est dans cette logique de ce préfinancement est vraiment la première pierre à une collaboration plus longue entre Repsol et Petroci sur différents aspects des métiers du oil and gas. Découvert en 2021 par le consortium Eni Petroci Holding, le gisement Baleine est entré en production en novembre 2023. D'ici 2027, la production journalière de pétrole devrait atteindre les 150 000 barils jour et celle de gaz naturel, 200 millions de pieds cubes. Quittons l'économie pour la santé, on pose nos valises au Sénat à Yamoussoukro. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a fait adopter 2 projets de loi. Ils sont relatifs au code de déontologie et exercice des professions infirmières, sages-femmes et maïeuticiens. L'objectif est d'améliorer les prestations des agents de santé. Kader Sogodogo. Le gouvernement ivoirien multiplie les efforts pour doter le pays de structures sanitaires de qualité avec un plateau technique relevé. Ces efforts n'iront pas sans un personnel de santé de qualité. C'est tout le sens de la présence de Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle au Sénat. Il est porteur de 2 projets de loi. Celui portant code de déontologie et exercice de la profession infirmière et celui portant code de déontologie et exercice de la profession de sage-femme et maïeuticien. Nous avons besoin donc du personnel de santé non seulement qualifié, mais qui travaille dans de meilleures conditions et qui administre des soins de qualité. Vous savez que la sage-femme comme l'infirmier sont les premiers contacts pour la femme d'une part et pour le patient tout court à l'hôpital. Donc l'exercice de cette fonction-là a besoin d'être encadré. Mais également, nous avons constaté que dans pas mal d'établissements privés, interviennent des gens qui n'ont aucune qualification et nous n'avons pas de tests pour condamner et réprimer donc ces pratiques. Aujourd'hui, ces choses faites. Soucieux de la bonne prise en charge médicale des populations par des agents de santé de qualité, Michel Kofi Benoît, président de la Commission des affaires sociales et culturelles, et les sénateurs membres de cette commission ont adopté
à l'unanimité ces 2 projets de loi. Reste la plénière. Alors, des projets de loi qui permettront à nos agents de santé d'être plus performants. Les populations en ont besoin. Les femmes encore plus en ce mois d'octobre. Octobre rose pour la lutte contre le cancer du sein. Ce soir, focus sur Marie-Pierre Koudou, une dame diagnostiquée d'un cancer l'an dernier, mais qui se bat contre la pathologie dans tous les sens du terme. Elle était parmi les 15 athlètes ivoiriens lors du championnat du monde de Banquiard Ultra, une forme de marathon qui s'est déroulée à Bingerville. Modèle de résilience avec Ismaël Evrard-Déo, Khalil Dimondé. Dans les palmeraies de la commune de Bingerville, la Team Ivoire prend part au championnat du monde de Backyard Ultra aux côtés de 60 autres pays. Avec 15 athlètes déterminés à hisser les couleurs de la Côte d'Ivoire, cette 3e édition est placée sous le signe d'Octobre Rose. Alors la Backyard, c'est une course d'endurance, c'est-à-dire d'ultra-endurance, qui consiste à faire une boucle de 6 km 700 toutes les heures. Et c'est une course qui s'arrête quand il ne reste plus qu'un coureur. Parmi ses compétiteurs, une athlète s'est particulièrement distinguée, Marie-Pierre Koudou. Diagnostiquée d'un cancer du sein en 2023, elle continue à relever des défis sportifs de taille, mêlant endurance et résilience dans un combat personnel contre la maladie. Je me suis dit, bon, j'ai un cancer, j'ai des symptômes. Je dis, écoutez, moi, pour être maître de mon corps, c'est par le sport. Donc je vais aller au-delà de ça et je vais me prouver à moi-même que si je suis maître de mon corps, c'est que la maladie, elle ne va pas forcément m'arrêter. Encadrée par une équipe médicale rigoureuse et soutenue par un programme d'entraînement taillé sur mesure, Marie-Pierre fait preuve d'une force mentale hors du commun. On prend tout ce qui est mesure de sécurité pour son état de santé et ses douleurs. Voilà, il y a des remontées, des médicaments qu'elle doit prendre de manière très régulière, qui sont suivis aussi. Et il y a le kiné aussi qui est là, qui est juste à côté, qui nous aide aussi à chaque fois qu'elle arrive à masser les différentes parties où elles sont des douleurs et la préparer physiquement encore pour continuer la suite. Alors que les heures s'égrènent, Marie-Pierre est toujours en course. L'obscurité, la fatigue, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pour elle, chaque pas est une victoire contre le cancer du sein. Je suis partie avec un objectif, c'était de me dire, voilà, cette fois-ci, je cours pour moi et je cours pour toutes les personnes, toutes les dames qui sont atteintes du cancer et du sein et qui a aujourd'hui, même certaines fois, elles ne savent même pas parce qu'elles ne peuvent pas se payer un dépistage ou autre. Donc ça avait une connotation particulière pour moi et je suis très fière d'avoir réussi à faire ces 8 heures de course. Au-delà de la performance sportive, cette 3e édition du Backyard Ultra symbolise pour Marie-Pierre et la Team Ivoire un véritable combat pour la vie et un hommage à toutes celles et ceux qui, comme elle, affrontent le cancer avec résilience. Et c'est ce qu'il faut face à la maladie. Se battre, mais aussi mettre des armes de son côté. La couverture maladie universelle en est une. Il faut se faire enrôler pour obtenir sa carte CMU. Le message de la Direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie lors d'une tournée d'information et de sensibilisation à Bokanda, région du Mzi. Kader Sogodogo. La Direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, continue de sensibiliser les populations pour une adhésion massive. À Bokanda, dans la région du Nzi, Bamba Karim, directeur général de la CNAM, conduit une forte équipe mobile d'enrôlement et de retrait des cartes CMU. Il profite de l'occasion pour inviter les habitants à se faire enrôler à l'outil de solidarité, la CMU. L'intérêt et les avantages sociaux sont passés au peigne fin lors de cette tournée d'information et de sensibilisation. Le président, soucieux du bien-être de la population ivoirienne, a mis ce système en place pour que chacun de nous puisse bénéficier des soins de santé de qualité au moindre. C'est-à-dire que tout le monde cotise 1000 francs et celui qui a des soucis de santé, tout le monde se met ensemble pour le soigner. C'est ça l'objectif que le président vise. Les autorités locales saluent l'initiative de la CNAM. Restons mobilisés et fréquentons les unités mobiles que le directeur général a mis à notre disposition pour assurer nos enrôlements
et la distribution de nos cartes immédiatement une fois enrôlées. Pendant 10 jours, les populations du département de Bokanda qui ne sont pas encore enrôlées pourront le faire et retirer sur place leur carte CME. Quant à celles qui sont en attente du retrait de leur carte, elles pourront se rapprocher de l'équipe de la CENAM pour répondre à leurs requêtes. Autre volet de l'actualité, vous avez été nombreux ce mercredi à vous réveiller sous un ciel orageux. Eh bien, la Sodexam rappelle que la petite saison des pluies est engagée jusqu'au mois de novembre. Cette courte période pourrait connaître des pluies de forte intensité avec des alertes. Ce mercredi, justement, les volumes de pluie prévus nécessitent une vigilance jaune. Les orages et averses de pluie en cours continueront de se manifester au cours de l'après-midi et durant la nuit, notamment dans les régions du littoral, du sud forestier, de l'ouest et sur le district d'Abidjan. La vigilance reste donc de mise. Parlons de l'eau, cette fois dans un autre contexte. Après son adhésion en juillet dernier à la Convention sur l'eau, la Côte d'Ivoire a reçu officiellement les textes de cette Assemblée mondiale sur la gestion de l'eau. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagbo, a pris part à Ljubljana, en Slovénie, à un panel de haut niveau et s'est engagé à lutter contre le stress hydrique dont souffre une partie du pays. Didier Nguessan. C'est fait. La Côte d'Ivoire est officiellement accueillie en tant que membre de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. L'adhésion acquise en juillet dernier est ainsi actée après un processus de ratification qui a duré plusieurs années. Le pays s'enrichit désormais de l'expérience de plus de 150 États partis en matière de gestion des eaux transfrontières. Au cours de ces 3 dernières années, les pays ont renforcé leur capacité de mise en œuvre de la Convention et ce, avec des résultats concrets. Par exemple, 14 millions de dollars ont été mobilisés afin de renforcer la coopération sur les eaux souterraines, par exemple dans l'aquifère sénégalo-mauritanien où des ressources ont été réunies. Laurent Gbagbo, le ministre des Eaux et Forêts, entend travailler à la mise en place d'un dispositif pour financer les projets de protection des cours d'eau en vue de lutter contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire, nouvelle partie à la Convention sur l'eau, souhaite bénéficier d'un appui pour élaborer son plan national de mise en œuvre. Je souhaite ainsi participer au groupe de travail sur la coopération avec les organisations régionales, la mise en place d'un mécanisme de financement plus durable et plus prévisible pour l'application de la Convention sur l'eau. En plus de la Côte d'Ivoire, la Zambie et le Zimbabwe ont été reçus en qualité de nouveaux membres, portant à 10 le nombre de pays africains au sein de la Convention sur l'eau. Et sur le sujet sur l'eau, il faut savoir que des milliers de Sud-Africains sont à ce jour affectés par une pénurie d'eau d'une ampleur sans précédent. Alexis Ouedraogo. L'Afrique du Sud fait face à une importante crise de l'eau. Le système d'approvisionnement de la ville de Johannesburg s'effondre et dans plusieurs quartiers, des milliers de Sud-Africains sont contraints à faire la queue pour attendre l'arrivée des camions-citernes municipaux qui livrent l'eau. Depuis vendredi, nous n'avons pas d'eau et on nous dit que samedi, tout serait rétabli. Mais il y a des problèmes avec les vannes. Nous ne savons pas ce que cela signifie. Le pire pour moi, c'est que j'ai une crèche dans ma maison. Les enfants doivent se laver les mains, nous devons tirer la chasse d'eau et nous devons aussi laver les enfants. Le suivi de l'utilisation de l'eau par les municipalités a révélé que 40% de l'eau de Johannesburg est gaspillée en raison des fuites, notamment des ruptures de canalisation. Randwater, l'organisme public qui fournit l'eau à plus d'une douzaine de municipalités, a également demandé aux habitants de réduire leur consommation. Nous n'avons pas consacré suffisamment de budget pour entretenir nos infrastructures sur plusieurs années. Donc ce que nous constatons maintenant, c'est l'effondrement. Aucune sécheresse n'a été officiellement déclarée, mais les autorités demandent aux habitants de conserver l'eau qu'ils peuvent trouver. Retour en Côte d'Ivoire.
En politique, le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, s'est rendu dans la ville de Mans, capitale de la région du Tonkpi, dans le cadre des enrôlements sur la liste électorale. Tidjane Thiam invite les militants à se faire enrôler. Christ Ephraim Diomandé, Eric Ogoré. Le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, est dans les 18 montagnes pour galvaniser ses troupes à se faire enrôler massivement sur la liste électorale pour la présidentielle de 2025. Cette approche de proximité réjouit les coordonnateurs du parti dans la région du Tonkpi. Nous avons sillonné nos différentes régions et il vous a plu, Monsieur le Président, de désigner notre haute représentation, le district des montagnes, dans cette période si délicate d'enrôlement, surtout de l'opération, la révision de la liste électorale. Venir nous assister, nous appuyer, booster l'opération. Monsieur le Président, quand vous venez aujourd'hui à Mans, c'est le fils de Mans que nous recevons. L'heure a sonné. Il nous faut désormais taire nos ressentiments, nos divergences, pour ensemble, main à la main, relever ce grand défi que nous nous sommes fixés pour 2025. Prendre le pouvoir d'État aux prochaines élections présidentielles avec le président Cheikh Tidjane Thiam. Tidjane Thiam a pour sa part exhorté tous les militants du Tonkpi à envahir les centres d'enrôlement. Se faire enrôler, c'est donner la chance au parti de remporter les élections. Les agents sont en place, ils sont jeunes et ils sont bien formés. Donc ça fait plaisir. C'est des jeunes Ivoiriens qui sont volontaires. Bon, ils ont travaillé tous le samedi, ils travaillent le week-end pour qu'on puisse s'inscrire sur les listes. Donc ça, c'est positif. C'est positif aussi de voir qu'il y a un certain engouement. Positif de voir qu'il y a beaucoup de jeunes. J'ai demandé, il y a même une de 17 ans qui va être une nouvelle majeure avant mars 2025. Et ça, c'est un thème qu'on pousse. Et donc j'encourage en particulier les jeunes et les femmes qui ont un déficit d'enrôlement à s'inscrire. Le président du PDCI RDA a fait le tour des quelques centres d'enrôlement de la ville avant de poursuivre sa tournée de mobilisation dans le Guémont et les Cavaliers. Le RHDP est également sur le terrain en vue de mobiliser dans le cadre de la révision de la liste électorale. Le ministre Souleymane Diarra-Souba, coordonnateur principal du RHDP dans le district autonome de Yamoussoukro, galvanise les cadres, militants et sympathisants de ce parti. On voit cela avec Eugène Atoubé. Nous comptons sur vous pour que les personnes précédemment identifiées puissent être inscrites sur la liste électorale. L'appel à la mobilisation du coordonnateur principal du RHDP du district autonome de Yamoussoukro aux militants de cette aire géographique. Souleymane Diarra-Souba compte sur l'engagement militant et la détermination de tous pour relever le défi de l'inscription massive. Je lance un appel à toutes les femmes, à tous les jeunes, à l'effet d'inscrire massivement tous les militants, tous les primo-votants. Ce sont les vieux qui n'ont jamais voté et qui n'existent pas sur l'électorale. Nous allons nous rendre sur le terrain pour mobiliser nos femmes, pour mobiliser nos jeunes à s'inscrire massivement parce que nous voulons voir le président Alassane Ouattara gagner au premier tour. Le RHDP du district autonome de Yamoussoukro se fixe comme objectif d'être de toutes les régions celle qui aura obtenu le plus grand nombre d'inscrits à l'issue de l'opération de révision de la liste électorale. C'est le challenge pour lequel le coordonnateur principal et les responsables à divers niveaux hiérarchiques du RHDP de Yamoussoukro œuvrent dans la synergie d'action. La stratégie a été clairement définie et portée à la connaissance des militants et sympathisants. La sensibilisation basée sur une politique de proximité, tout en expliquant l'enjeu de l'opération de révision de la liste électorale. L'inscription sur la liste électorale permet aux citoyens de pouvoir choisir le 25 octobre prochain, le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous n'avons aucun doute que nos performances, comme à l'habitude, seront au-delà des objectifs qui nous ont été fixés par le directoire du RHDP. La coordination du district autonome de Yamoussoukro se targue d'avoir largement dépassé les objectifs que lui a fixés le directoire du RHDP quelques mois plus tôt, dans le cadre des opérations internes et militants et primo-votants, dans la perspective de l'inscription massive des militants et sympathisants sur la liste électorale. Souleymane Diarra-Souba ne cache pas son optimisme. Pour lui, le succès attendu de l'opération préfigure la victoire du RHDP en 2025.
Et sur le même sujet, à Ouangolodougou, 600 km au nord d'Abidjan, un grand rassemblement a été initié par le député de la localité. Les objectifs et enjeux de la révision de la liste électorale ont été expliqués aux populations. Kader Sogodogo. La permanence du député Traoré Idrissa à Ouangolodougou grouille de monde. Les différentes couches de la population ont répondu massivement à l'appel de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Garant de la tradition, guides religieux, associations de jeunes et de femmes, leaders d'opinion, tous sont présents. Un point majeur à l'ordre du jour, la révision de la liste électorale. L'opération a démarré et à Ouangolodougou, elle doit être une réussite totale. Le député Traoré Idrissa revient sur les conditions telles que définies par la Commission électorale indépendante CEI. Son message a un écho favorable. Le message, c'est d'aller nous faire enrôler sur la liste électorale et passer l'information aux femmes et aux nouveaux majeurs pour se faire enrôler pour pouvoir participer aux élections. Pour le député de Ouangolodougou, ces genres de rencontres sont un moyen pour véhiculer les bonnes informations et surtout sensibiliser. Au nom du président du conseil régional du Tchologo, coordonnateur régional du RHDP, demandez à vos maris, vos enfants, majeurs, vos voisins, vos amis et vos parents d'aller se faire enrôler, car c'est à partir de cela que nous allons gagner les élections en 2025. Dans le cadre de ces activités de soutien aux femmes, bâches et chaises ont été offertes à des associations. Autre volet de l'actualité, le groupe Fraternité Matin célèbre ses 60 ans au service de la Côte d'Ivoire. Une conférence de presse pour dresser le bilan de ses activités. Olivier Kra, Alexis Ouedraogo. Une conférence de presse pour lancer les festivités des 60 ans du groupe Fraternité Matin, prévues en décembre prochain. Ce mardi au siège du journal, il s'est agi de présenter les grandes lignes de cette célébration et les perspectives du groupe 60 ans après. La presse aujourd'hui traverse quand même des difficultés, tout l'écosystème. Donc pour nous, 60 ans, c'est déjà 60 ans de résilience. Et puis au-delà de ça aussi, c'est vraiment, comme je disais, une nouvelle ère d'expérience parce qu'on est vraiment dans l'innovation. Parce qu'avec les mutations qu'on connaît aujourd'hui dans le segment de tout ce qui est transition numérique, etc. Fraternité Matin donc a embrassé cette transition-là. Donc on est vraiment dans l'innovation et puis on essaie, comme je disais, d'inspirer avec la vision qu'on a aujourd'hui. On doit vraiment booster tout l'écosystème et on doit être une référence pour les autres. Pour les responsables de Fraternité Matin, ce soixantenaire constitue l'espérance d'une nouvelle ère. Il s'agira de maintenir sa position de leader du secteur des médias ivoiriens. En bref, en image, une attaque terroriste à Ankara a fait au moins 5 morts et 22 blessés ce mercredi 23 octobre devant le siège des industries de défense de Turquie près d'Ankara, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Les autorités turques ont désigné le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, comme probable responsable de l'attentat. Et puis, une trentaine de dirigeants venus du monde entier réunis à Kazan, en Russie, dans le cadre du sommet des BRICS. Le développement et l'unité est au centre des interventions des différents chefs d'État africains présents. L'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie sont les 3 seuls pays africains membres de l'institution. Les BRICS, qui réunissent actuellement 9 nations, représentent près de la moitié de la population mondiale et près du tiers du PIB de la planète. Point final. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.